Madame, Monsieur, bonsoir. Il est 21h30. Tout de suite, les titres du journal. Le président de la République reçoit un message écrit de son homologue gambien portant sur le renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Le Haut Conseil de la jeunesse lance ses activités par la tenue d'une réunion destinée à préparer son programme. En Libye, les taux se resserrent sur les djihadistes de l'État islamique dans leur bastion à Sirte. Je vous le disais dans les titres, le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu aujourd'hui un message écrit de son homologue gambien, professeur El-Hajj Dr Yahya Jammeh. Le message a été remis au chef de l'État par le ministre secrétaire général des Affaires de la présidence gambienne, Ta Etman Georgi. Ce dernier a déclaré à sa sortie d'audience que le message a trait au renforcement de la coordination et de la concertation entre les deux pays frères et leur direction, ainsi qu'à la consolidation de la coopération bilatérale fructueuse. Le président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, qui était en déplacement aux Émirats arabes unis, a regagné Nouakchott la veille. Il a été accueilli à l'aéroport international de Nouakchott par le Premier ministre Yahya Ould Haddamine, des membres du gouvernement, son chef d'état-major particulier, son directeur adjoint de cabinet, ainsi que le wali de Nouakchott-Ouest, de la présidente de la communauté urbaine de Nouakchott et du chargé d'affaires de l'ambassade de l'État des Émirats arabes unis en Mauritanie. À Abu Dhabi, le président de la République a eu des entretiens avec son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier et adjoint du commandant suprême des forces armées des Émirats arabes unis. Les deux parties ont également examiné les voies et moyens de renforcer la coordination et la concertation afin d'impulser davantage leur coopération bilatérale. Et sur le chemin de retour, le président de la République et la première dame ont effectué un arrêt technique dans la capitale tchadienne N'Djamena, où ils ont été accueillis par le président tchadien Idriss Déby Itno et son épouse, entourés par des membres du gouvernement. Le président de la République était accompagné au cours de cette visite par la première dame, Mme Mariam Tahmadi Tekber, et une importante délégation comprenant le ministre de l'économie et des finances, le directeur de cabinet du président de la République, notre ambassadeur aux Émirats arabes unis, un chargé de mission à la présidence de la République et enfin le directeur général du protocole d'État. Tout est fin prêt pour le démarrage effectif de l'opération Ramadan. Selon le comité technique multisectoriel chargé de l'exécution de cette opération, tous les magasins et les boutiques répartis dans toutes les muqata'a de la capitale ont été approvisionnés en quantité suffisante de produits alimentaires divers disponibilisés par l'État à des prix subventionnés. La Sonimex, qui assure la coordination et le suivi de cette coopération, a invité les populations désireuses de s'approvisionner en denrées offertes par l'opération Ramadan à se trouver devant les points de vente, en gros, qui démarreront leur activité demain. Le directeur général de la Sonimex, Mohamed Ould Khadri, a indiqué que l'opération démarre cette année 2 jours avant le Ramadan, sur instruction du président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz. Il a ajouté qu'un comité technique a été mis sur pied pour veiller au bon déroulement de l'opération. Celle-ci a-t-il fait savoir
connaît des améliorations en permanence. C'est ainsi, a-t-il dit, que le nombre des points de vente a été revu à la hausse l'année dernière. De 8, ils sont passés à 12, répartis dans toutes les muqata'a de la capitale et particulièrement dans les zones où se trouvent les populations vulnérables. L'actualité nationale était également dominée aujourd'hui par la réunion d'évaluation des projets financés par la Banque mondiale. Cette rencontre périodique, co-présidée par le ministre de l'Économie et des Finances et du représentant résident de la Banque mondiale en Mauritanie, vise à faire l'état des lieux de l'exécution des projets et de faire ressortir les obstacles qui entravent leur mise en œuvre. Le point avec Abdrahman Hamad. Les travaux de cette réunion entre le ministre de l'Économie et des Finances et les représentants résidents de la Banque mondiale en Mauritanie s'articulent autour de la revue périodique des projets exécutés par la Banque mondiale en Mauritanie. Objectif, faire le point sur l'état d'avancement des travaux dans ces projets et formuler des recommandations susceptibles d'accélérer le rythme d'exécution de ces projets. Il est clair qu'un travail important a été fait durant ces 3 derniers mois. Ce n'est pas homogène, mais dans l'ensemble, je pense que c'est acceptable. Si on continue sur la même lancée, l'exécution des projets va s'améliorer et le niveau de décaissement et l'impact visé à travers les différents projets sera atteint dans des conditions acceptables. Cette revue périodique permet de s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans ces projets et d'identifier les mesures à prendre pour garantir leur bonne exécution. Merci de cette rencontre qui nous permet de faire un peu le point de là où nous en sommes par rapport aux engagements que nous avons pris lors de la dernière revue qui a eu lieu au mois de mars. Et donc ensemble, nous avions convenu qu'au bout de 3 mois, nous allons nous réasseoir encore pour voir un peu par rapport aux engagements que nous avons pris, qu'est-ce que nous avons pu faire. C'est là où nous en sommes et je suis heureux que pour 3 mois, nous avons été capables de nous réunir encore pour faire le point. Et je suis sûr qu'aujourd'hui, il y aura encore plus de sourires que la fois dernière. Notons que les portefeuilles des projets financés par la Banque mondiale dans notre pays comportent 16 projets portant sur plusieurs secteurs vitaux tels que l'enseignement, l'élevage, la pêche, l'agriculture, les infrastructures, l'énergie, les nouvelles technologies ou encore la bonne gouvernance. Le ministre de la Fonction publique et de la modernisation de l'administration du travail a salué la coopération fructueuse entre notre pays et le BIT. Seydina Ali Mohamed Khouna, qui s'exprimait hier devant la 105e session du Congrès international du travail, a fait savoir que cette coopération a permis de réaliser de nombreux objectifs dans l'exécution du programme des Nations Unies pour le développement durable 2030 et la conception de l'initiative d'éradication de la pauvreté. Le ministre a mis également en exergue la stratégie nationale de lutte contre le travail des enfants, la création de centres de rééducation et la fourniture des ressources garantissant une vie digne aux enfants. Il a évoqué par ailleurs l'intention de la Mauritanie de lancer en partenariat avec le BIT et sur une période de 4 ans un programme d'éradication du travail forcé, soulignant les négociations sociales lancées dernièrement qui devront avoir des impacts positifs notoires sur le contrat de travail entre les partenaires sociaux. Il a souligné enfin l'organisation en réponse aux attentes du BIT d'un débat important sur l'avenir du dialogue social face au choc des changements sociaux, économiques et technologiques. Ici à Nouakchott, le Haut Conseil de la Jeunesse a procédé aujourd'hui au lancement officiel de ses activités. Celles-ci ont démarré par une réunion qui a regroupé l'ensemble des membres de ce conseil en vue de préparer un programme qui sera exécuté très prochainement. Le point avec Aminata Khan. Le Haut Conseil de la Jeunesse a lancé officiellement le début de ses activités par la tenue d'une réunion regroupant l'ensemble des membres en vue de préparer un programme qui sera exécuté très prochainement. Pour ce faire, le président du Haut Conseil de la Jeunesse, Mohamed Yahya Ould Taleb Brahim, a déroulé devant l'assistance les objectifs de son institution qui va travailler aux côtés des parties nationales et étrangères à la recherche des solutions adéquates au développement des jeunes, notamment le chômage, l'enseignement et la délinquance. Ajoutons que sa structure créée par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, vise l'implication de cette importante frange dans la construction nationale et la prise de décision dans tous les domaines.
Les ministres de la Jeunesse et des Sports, de la Culture et de l'Artisanat, le directeur de cabinet du Premier ministre et les ambassadeurs de l'Algérie et des États-Unis et plusieurs autres personnalités ont assisté à la réunion. En marge de la cérémonie de lancement, le président du Haut Conseil de la Jeunesse, Mohamed Yahya Ould Taleb Brahim, a tenu une conférence de presse au cours de laquelle il a répondu aux questions des journalistes. Le siège du Haut Conseil de la Jeunesse se trouve dans la Muqata'a de Tafraghzena. Il a été inauguré aujourd'hui par le président du Haut Conseil de la Jeunesse. Ce siège renferme des bureaux pour les comités sectoriels du Conseil, constitués de comités d'information et de communication, de la santé et de la protection sociale, de la gouvernance, l'entrepreneuriat et le climat des affaires, l'enseignement, les technologies, la recherche, la créativité, la justice, la cohésion sociale, les droits de l'homme, la culture, le sport, la promotion, le tourisme, l'insertion et l'emploi, la formation professionnelle, le développement économique et les infrastructures de base. Le département de la justice a décliné aujourd'hui sa stratégie dans le domaine de la formation des ressources humaines. La stratégie en question et ses grands axes ont été présentés dans un atelier au cours duquel les participants ont été édifiés sur l'étude qui a élaboré les besoins du secteur de la jeunesse en ressources humaines. Amina Khalil. La stratégie de promotion du secteur de la justice exposée lors du séminaire tenu hier à Nouakchott par des représentants du ministère de la Justice et élaborée après de profondes études menées sur le terrain consiste entre autres à renforcer les capacités du personnel des instances juridiques mauritaniennes. Elle préconise la mise en œuvre d'un plan de formation continue pour le personnel du secteur de la justice ainsi que la mise en œuvre de moyens permettant de faciliter leurs tâches et le suivi et évaluation de celles-ci. Parmi ces moyens, la formation d'un personnel qualifié en informatique et en terminologie juridique et son harmonisation entre l'arabe et le français, la mise à disposition d'une base de données et la création de services chargés de la mise à jour périodique de cette base de données. La stratégie comprend également la formation de magistrats et de greffiers dans les différents domaines de la gestion des tribunaux. Le secrétaire général du ministère de la Justice, M. Mohamed Lamine Sidi Baba, a déclaré dans un mot prononcé à l'occasion que le ministère donne une attention particulière à la formation, rappelant que celle-ci a fait l'objet de plusieurs colloques destinés au renforcement des capacités des différents acteurs du secteur de la justice. Rappelons que la formation continue constitue l'un des piliers indispensables au développement de l'administration, déclaré par le président de la République depuis maintenant plusieurs années. De la formation des ressources humaines, il en était question aujourd'hui au ministère de l'Intérieur et de la décentralisation. Le secrétaire général de ce département et le directeur général de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature ont signé un protocole d'accord en vertu duquel l'ENA-JM assurera la formation des acteurs de la décentralisation. Plus de précisions avec Abdullah Damaba. Ce protocole d'accord vise à renforcer les élus, les administrateurs locaux en vue d'améliorer leurs compétences en matière de gestion administrative et promouvoir le service public et répondre aux attentes des citoyens. Il va par ailleurs accompagner les efforts des pouvoirs publics visant à renforcer la qualité du service public et l'ancrage de la décentralisation et de l'administration. Le secrétaire général du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation, Baba Ould Boumeïs, a indiqué que ce protocole d'accord s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale adoptée par le département de l'Intérieur et de la décentralisation pour former les acteurs dans le domaine de la décentralisation. Par le biais des méthodes pédagogiques récentes, prenant la parole par la suite, le directeur général de l'École nationale d'administration, de journalisme et de magistrature, l'ENA-JM, Mohamed Ould Abdelkader Ould Allada, a souligné que cet accord illustre l'intérêt qu'accordent les pouvoirs publics en application des orientations du président de la République Mohamed Ould Abdelaziz par rapport au rôle important des ressources humaines dans le développement. Il faut rappeler que cette formation va bénéficier aux acteurs de la décentralisation. L'ambassadeur du Japon dans notre pays a organisé hier une réception qui entre dans le cadre des activités
entreprise par l'ambassade visant à renforcer la coopération bilatérale entre le peuple japonais et mauritanien et qui embrasse plusieurs domaines. Des députés, des personnalités scientifiques et culturelles ainsi que des diplomates ont assisté à cette réception au cours de laquelle l'assistance a suivi une présentation sur l'histoire culturelle du Japon et ses relations avec l'État africain. Nous allons à l'intérieur du pays, et précisément à Doueirere, localité relevant du Haut al-Gharbi. C'est là qu'a été inaugurée hier l'électrification de l'axe Doueirere-Tintan. La réalisation de ce projet a été entreprise par l'Agence d'accès aux services universels pour un coût global de 274 millions d'ouguiya. Amina Khalil. Désormais, l'axe Tintan-Doueirere bénéficie de l'électrification à la faveur d'un projet financé à hauteur de 274 millions d'ouguiya par l'État mauritanien et l'Union européenne. La cérémonie d'inauguration du projet a été supervisée par le secrétaire général du ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, Dr Mohamed Shrif. Mais c'est le directeur général de l'Agence nationale d'accès aux services universels, M. Sidi Mohamed El-Mouaz, qui a intervenu pour souligner que le réseau de puissance moyenne passe par 8 localités sur une superficie de 36 km, une autre de faible tension de 25 km, 8 transformateurs de faible puissance d'une capacité de 160 kV, 70 foyers d'éclairage public et 270 branchements électriques gratuits. Autre intervention, c'est celle faite par le maire de Doueirere, M. Jamal Mohamed Taleb. Il a salué cette réalisation qui concrétise une vieille doléance de population de sa commune. Il a rappelé que cette population reste dans l'attente de l'extension du réseau pour englober d'autres localités de sa commune, une commune de forte densité démographique. L'éclairage public devenu une compétence des communes après l'introduction du système de la décentralisation reste un secteur prioritaire du ministère du pétrole, de l'énergie et des mines, appuyé par la Somlec. Et vous l'avez évidemment constaté, un commentaire signé Bokar Bailaba. Notre pays a célébré aujourd'hui la journée mondiale sans tabac sous le thème « Préparez-vous au conditionnement neutre ». Ici, à Nouakchott, la cérémonie était l'occasion pour les autorités sanitaires nationales et leurs partenaires de l'OMS de souligner l'urgence de créer un arsenal juridique pour combattre ce fléau et d'attirer l'attention sur les dangers mortels du tabac. Plus de précisions, Aminata Kanna. Les chiffres sont alarmants. En Afrique, 146 000 adultes âgés de 30 ans meurent chaque année des suites des maladies liées au tabac. Cette année encore, pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre le tabac, l'objectif est toujours de renouveler le plaidoyer en faveur des politiques efficaces destinées à arrêter l'épidémie du tabac. Placé sous le thème « Préparez-vous au conditionnement neutre », l'événement a donné lieu dans notre pays à une cérémonie organisée par le Programme national de lutte contre le tabac au niveau du ministère de la Santé, marquée par un échange de discours entre le chargé de mission au ministère de la Santé et le représentant de l'OMS. Intervenant en premier lieu, le chargé de mission, M. Ahmed Jidou Woulzen, a souligné que le tabagisme et ses multiples usages constituent un sérieux défi pour la santé publique, surtout les cancers des poumons, des seins et de la prostate. Ajoutons qu'il est devenu urgent de créer un arsenal juridique pour mieux combattre ce fléau et accompagner la Convention cadre de lutte contre le tabagisme ratifiée par notre pays le 28 octobre 2005. Dr Jean-Pierre Baptiste a quant à lui souligné la nécessité pour la Mauritanie de créer un cadre juridique clair protégeant les populations contre les effets néfastes de la consommation du tabac. En Mauritanie, nous sommes très loin de cette étape décisive. Dans beaucoup de pays, nous parlons de conditionnement neutre, d'adoption d'autres législations. Mais en Mauritanie, nous parlons d'adoption de la législation anti-tabac. Nous sommes toujours en attente d'un cadre juridique clair, Monsieur le député, pouvant protéger les populations contre les effets néfastes de la consommation du tabac et de l'exposition à la fumée du tabac, sachant que la prévalence du tabagisme dépasse 22% chez les jeunes de 13 à 15 ans et 18% dans l'ensemble de la population.
Les cadres du ministère de la Santé, des parlementaires et des activistes de la société civile ont suivi un exposé détaillé présenté par le directeur du projet de lutte contre le tabac au niveau du ministère de la Santé, Abdallahi Oula Habibullah. L'université de Nouakchott a présenté le projet de révision et d'évaluation de l'université. Ce projet fait le diagnostic des obstacles qui se dressent devant le développement de l'action universitaire. Abdullah Damaba. Cette rencontre a été une occasion de présenter le rapport d'auto-évaluation de l'Université de Nouakchott, un rapport qui revient sur divers aspects de cet établissement d'enseignement supérieur, dont la formation, la recherche, la gouvernance, la vie estudiantine, etc. Réalisé par un pool d'experts nationaux en collaboration avec un expert évoluant au niveau international. Le président de l'Université de Nouakchott, Sidi Mohamed Abdallahi, a indiqué qu'un comité de pilotage a été mis en place afin d'élaborer ce rapport en vue de déceler les problèmes auxquels sont confrontées cette institution. Avec cette cérémonie marquant la restitution de ces conclusions qui permettront une exploitation plus efficiente des ressources humaines et potentialités de l'Université de Nouakchott. Par la suite, Dr Mohamed Lamine Oulmoula Ibrahim, président du comité de suivi et d'exécution de ce rapport, est revenu sur les principaux résultats de cette étude. Cette cérémonie a été marquée à la fin par la remise de ce rapport, suivi par des distinctions qui ont été attribuées aux experts qui ont pris part à l'élaboration de ce document. Et nous restons à l'université qui a par ailleurs abrité ce matin la cérémonie de sortie de la 5e promotion de la faculté de sciences juridiques et économiques du système LMD. La promotion s'est donné le nom d'administrateur exemplaire. Son porte-parole a loué les efforts déployés par l'État pour la promotion de l'enseignement supérieur afin de lui permettre d'accompagner les nouvelles exigences du marché de l'emploi. Le sérieux et l'abnégation de cette promotion ont été salués par ses professeurs qui ont souhaité que les étudiants sortants participeront à l'impulsion du développement du pays. Enfin, des prix de reconnaissance ont été décernés aux professeurs et aux étudiants sortants. En Libye, des combats près de Sirte ont opposé le groupe État islamique et des brigades libyennes qui appuient le nouveau gouvernement de Tripoli soutenu par l'ONU. Les affrontements ont fait 10 morts et 40 blessés du côté des brigades, selon une source médicale. Celle-ci, essentiellement constituée de combattants originaires de Misrata, progresse depuis une semaine dans la banlieue de Sirte, bastion des djihadistes situés sur la côte méditerranéenne, dans le but de reprendre la ville au groupe État islamique. Mercredi, elles ont gagné du terrain au sud de la ville et à une station-service à l'ouest, selon les communiqués diffusés sur les réseaux sociaux. Ces brigades disent avoir été visées par 4 attentats suicides à la voiture piégée, dont 2 ont explosé avant d'avoir atteint leurs objectifs. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République reçoit un message écrit de son homologue gambien portant sur le renforcement des relations de coopération entre les deux pays. Le Haut Conseil de la jeunesse lance ses activités par la tenue d'une réunion destinée à préparer son programme. En Libye, les taux se resserrent sur les djihadistes de l'État islamique dans leur bastion à Sirte. Merci, Madame, Monsieur, de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.